Chers étudiants, dans cette capsule vidéo, nous allons entamer les exercices du chapitre 3. Petit rappel du principe, en tout cas de ce qui est essentiel à connaître pour l'examen. Le raisonnement conditionnel est un autre type de raisonnement déductif dans lequel on doit tirer une conclusion à partir d'une proposition de la structure si et alors. Si la condition P est remplie, d'accord, on peut en déduire que l'événement Q doit en suivre. Par exemple, si une vache présente un signe S, alors elle a la maladie M. Tout simplement, en utilisant la structure de cette phrase, nous pouvons traduire en logique propositionnelle. Cette logique propositionnelle va nous permettre d'analyser la logique des phrases pour permettre de comprendre le sens et les faits et les vérités afin de vérifier la validité des conclusions, telles que vous sera posée sous forme de QCM lors de l'examen de raisonnement. Nous allons examiner les relations valides au plan de la déduction et les paralogismes déductifs. En tout cas, le principe est de comprendre qu'est-ce qu'est la validité d'un raisonnement conditionnel, mais nous pouvons aussi comprendre qu'il existe des raisonnements conditionnels non valides au plan de la déduction, que nous verrons dans la dia suivante. Si une vache présente un signe S, alors elle a la maladie M. Nous pouvons traduire cette logique étant par P implique Q. Je vous invite à revoir la notion d'implication. D'accord ? Dans cette notion d'implication, nous avons compris que le terme qui se trouve à gauche de la flèche étant la condition suffisante et que le terme qui se trouve à droite de la flèche de l'implication étant la condition nécessaire. Je vous invite à bien mémoriser ceci car cela va permettre de comprendre la suite de notre exposé. Nous allons analyser les relations valides telles qu'on va nommer la proposition simple, telle que, en traduisant par « si une vache présente un signe S », nous pouvons traduire par la proposition la plus simple par la notation P pour dire « une vache présente un signe S ». Rappelez-vous que lorsque nous allons utiliser la négation d'un énoncé ou d'une phrase, étant par « la vache ne présente pas un signe S », nous pouvons noter par un tilde devant le P pour dire la négation. Ou bien, vous pouvez utiliser une autre notation étant par P bar pour dire la négation, ou encore, vous pouvez utiliser cette notation non P, en tout cas, peu importe, plein de notations afin de comprendre que vous utilisez la négation d'une proposition logique simple. Alors, mais Q, qu'en est-il pour Q? Une vache présente la maladie M. Donc, c'est vrai que si une vache présente un signe S, alors elle a la maladie M, comme dit dans l'énoncé logique ici. Donc Q étant noté par Q. Une vache ne présente pas par la négation de non Q, étant notée par la négation devant le Q étant tilde de Q, ou bien non Q étant avec une barre au-dessus, ou encore non Q, parenthèse, avec le nom devant. En tout cas, l'important c'est de comprendre qu'il y a bien une négation. En analysant ce raisonnement conditionnel, on va voir qu'il y a des inférences valides au plan de la déduction et des paralogismes déductifs. Qu'est-ce que le paralogisme déductif? En fait, c'est des conclusions de raisonnement conditionnel non valides. Donc non valides, c'est-à-dire qu'on conclut des choses qui sont erronées. Alors, dans les inférences déductives valides, ce qu'il faut absolument connaître, il existe deux principes, le modus ponens et le modus tollens. Peu importe, le but n'est pas de comprendre le nom propre en latin de ce qu'on va dire ici. Le principe ici, c'est de comprendre la structure de la logique et comprendre le type de raisonnement. Lorsque vous avez une phrase P implique Q, si une vache présente un signe S, alors elle a la maladie M. Si P est vrai, enfin si P étant une condition d'existence, étant en affirmation de l'antécédent, donc on affirme l'antécédent, P étant l'antécédent, Q étant le conséquent. Si l'antécédent est affirmé, alors nous pouvons déduire, juste par simple déduction, à partir de la logique P implique Q, que Q étant réalisé. Donc une vache présente un signe S, cela implique qu'elle a la maladie M. Dans le modus tollens, c'est un peu différent, mais ça revient au même principe. Si vous vous rappelez dans la capsule vidéo théorique précédente que
lorsque vous écrivez P implique Q, son équivalent étant la contraposée. La contraposée est toujours équivalent à la loi logique. La contraposée, qu'est-ce que c'est? C'est la négation terme à terme avec les inversions dans une implication, étant donné par non Q implique non P. D'accord? Si non Q implique non P, alors implique non P, ben, là, nous pouvons comprendre que c'est son équivalent par P implique Q. Attention, ne pas confondre à non P implique non Q. Ça, c'est juste une négation terme à terme qui n'a rien à voir, et ce n'est pas du tout une contraposée. Donc, faites attention à l'ordre ici. Donc, si on a P implique Q, on inverse. Donc, non Q applique non P. On inverse la position des propositions logiques simples et on met une négation devant. Et le modus tollens, c'est en fait utiliser de manière indirecte la loi P implique Q, mais de manière indirecte, par quoi? Par sa contraposée. Donc on utilise la contraposée, et comment? Ben, en affirmant la négation du conséquent, c'est-à-dire en faisant le déni du conséquent, donc le déni par la négation, déni du conséquent, le conséquent étant Q, ben, par le déni du conséquent, nous pouvons déduire, par le fait que la contraposée étant équivalent à la loi logique initiale, que non P en découle. Donc une vache n'a pas la maladie M, alors elle ne présente pas de signe S. Dans le paralogisme déductif, ben en fait, c'est tout ce qui découle à un sens qui n'est pas logique. Comme j'ai dit, non P implique non Q, ben ceci est faux. Donc cette logique n'est pas une conclusion valide. Ou que dire que P implique Q est équivalent à Q implique P, ben cette logique est totalement fausse, c'est pas équivalent. Donc voilà. Nous pouvons voir que si on affirme le conséquent, bah, c'est faux. Si on fait un déni de l'antécédent, c'est faux. Donc ce type de logique est complètement erroné. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça, dans tout ce que je viens de raconter? C'est que les inférences déductives valides sont de deux types, le modus ponens ou le modus tollens. Peu importe, ne retenez pas le nom propre en latin, c'est pas ça qui va vous aider à l'examen, c'est le principe qu'il faut comprendre. C'est que, en fait, il existe une déduction valide lorsqu'on affirme l'antécédent. Donc dans une phrase, si P alors Q, or P est vrai, donc Q est vrai. C'est ça qu'il faut retenir, ici. Tout ce que je souligne en rouge ici, c'est ce qu'il faut retenir. Si P alors Q, or P est vrai, donc Q en découle est vrai. Le modus tollens, c'est le déni du conséquent. Donc si P implique Q, or non Q est vrai, n'oubliez pas que ça vient de la notion de la contraposée. Si P alors Q, or non Q est vrai, donc non P est vrai. C'est juste ça qu'il faut retenir. Il n'y a rien d'autre. Et donc, on comprend que dans cette règle logique, pour une implication que A implique B, si A est vrai, alors B est vrai. Mais si A est fausse, on ne sait rien dire pour B. Elle est soit vraie ou soit fausse. D'accord? Si B est fausse, alors A était fausse. Si B est vrai, alors on ne peut rien conclure pour A. Elle est soit vraie ou soit fausse. Alors, si vous ne voulez pas retenir comme ça, vous pouvez utiliser très bien la table de vérité telle qu'on a vue pour la loi, pour la loi logique d'une implication. A, B et l'application A implique B. Nous pouvons comprendre que lorsqu'on met vrai, d'accord, vrai, faux, faux, vrai et faux, faux, nous pouvons comprendre que l'application, elle est vraie, faux, vrai et vrai. Si A est fausse, d'accord, si A est faux, il y a deux situations où A est faux. Soit B est vrai, soit B est faux. Donc il y a une ambiguïté, c'est pas univoque, donc on ne sait rien conclure. Si B est vrai, on a deux endroits où B est vrai, alors on ne sait rien dire par rapport à A. Il y a un moment où A est vrai, un moment où A est faux. Donc c'est pas quelque chose d'univoque, donc on ne sait rien dire. On ne sait pas dire de conclusion pour A parce que soit elle pourrait être vraie, soit elle pourrait être fausse. Rappelez-vous comme phrase qu'on utilise dans notre capsule théorique sur l'implication, si tu es sage, alors tu auras... vous dites à un enfant, si tu es sage, alors tu auras un dessert. D'accord? Si tu es sage, si l'enfant est sage, il aura son dessert. Parce que le fait d'être sage est une condition suffisante pour avoir son dessert. D'accord? Et pour avoir le dessert, le fait d'avoir son dessert, c'est une condition nécessaire pour être sage. D'accord? Bien comprendre que qu'est-ce qui est condition suffisante, qu'est-ce qui est condition nécessaire. Et donc,
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'implication restera toujours vraie, même si l'enfant n'est pas sage, il pourrait très bien avoir son dessert. L'implication, de toute façon, restera vraie. Mais si l'enfant est sage et qu'il n'a pas de dessert, ben, l'implication est donc fausse, parce qu'il y a un problème. Il a bien respecté la condition suffisante du fait d'être sage, mais il n'a pas reçu son dessert. Donc l'implication est fausse. C'est ça que ça veut dire dans ce tableau quand on lit ça. Et bien sûr, l'implication reste vraie. Le fait qu'il n'a pas été sage, il pourrait ne pas avoir un dessert, mais il pourrait très bien avoir un dessert, parce que l'implication restera toujours valide au fait que même s'il n'est pas sage, il pourrait très bien avoir un dessert, comme il ne pourrait pas l'avoir. Donc le fait de dire que si tu es sage, alors tu auras un dessert, sa contraposée, c'est qui est équivalente. Si tu n'as pas de dessert, c'est que tu n'as pas été sage. C'est comme ça qu'il faut raisonner. D'accord? Donc voilà. C'est un principe à bien garder en tête, que l'implication va permettre de comprendre différents types de logique par la déduction. Alors, les questions types. Si quelqu'un est claustrophobe, alors il est timide. Marc n'est pas claustrophobe. Nous pouvons déjà détecter, on peut dire qu'on peut analyser cette phrase sans difficulté. Si quelqu'un est trop claustrophobe, le fait d'être claustrophobe, c'est une logique simple propositionnelle notée par A. Alors, il est timide. B, c'est le fait d'être timide. Or, Marc n'est pas claustrophobe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non A. Est-ce qu'on peut conclure une logique en sachant que A implique B et non A est réalisé? On ne sait rien dire. C'est vrai qu'on sait que A implique B, son équivalent, c'est dire non B implique non A, mais on ne sait rien dire que non A implique quoi? Vous savez, le sens a toute une importance, on ne sait rien dire. Donc ça ne découle pas de cette loi logique, parce qu'ici on est dans un paralogisme déductif, c'est un peu ce qu'on avait dit ici, on est dans ce sens, par le déni de l'antécédent, on a un paralogisme déductif non valide, le fait que déni par l'antécédent, c'est quelque chose qui n'est pas valide, voilà, c'est ça, donc c'est quelque chose qui ne découle pas de la contraposée ou quelque chose du genre. Et donc on va analyser cette phrase. Si A signifie être claustrophobe et si B signifie être timide, on peut résumer par A implique B. Et si on analyse la deuxième phrase, Marc n'est pas claustrophobe signifie que A est fausse. Et rappelez-vous, on a écrit aussi vous pouvez soit raisonner avec la table de vérité, ou soit vous voulez raisonner en retenant juste cet encadré. Le fait qu'on sait que B ici est la négation, d'accord? On sait que A, le fait d'être claustrophobe, excusez-moi, c'est A. Eh bien, Marc n'est pas claustrophobe. C'est quoi comment on peut traduire ça? Marc n'est pas claustrophobe. Donc, claustrophobe, c'est A. Mais le fait de ne pas être claustrophobe, c'est quoi? C'est non A. Et ça veut dire que si non A est vrai, c'est tout équivalent de dire que A est faux. D'accord? Rappelez-vous, quand nous avons une négation, la table de vérité d'une négation, en fait, la valeur de vérité sera toujours l'inverse. D'accord? Donc, si non A est vrai, d'accord, si non A est vrai, cela signifie que A est faux. De même que si on disait que si non A est faux, alors A est vrai. Mais ici, dans notre énoncé, dire que Marc n'est pas claustrophobe, ça veut dire que non A est vrai. Le fait que la négation de claustrophobe est vraie. Indirectement, si vous connaissez votre logique de la négation, le fait qu'une négation est vraie, ça veut dire que sa forme affirmative est fausse. Et donc, A est faux. Et on sait que si A est faux, A est fausse, alors on ne sait rien conclure pour B, elle est soit vraie ou soit fausse. Donc on ne sait rien conclure du fait que si Marc est timide ou non. D'autres applications, si le malade n'est pas soigné, alors il mourra. Or, il n'est pas soigné. Donc ça, c'est un modus ponens, parce qu'on affirme l'antécédent. Donc on peut conclure que ça, c'est du P implique Q. P est vrai. Donc on s'est trouvé Q. Si le soldat n'est pas brave, il ne sera pas victorieux. Ça aussi, c'est un modus ponens, parce qu'on on affirme l'antécédent, dire que P est vrai, et P implique Q. Donc on peut trouver la conclusion que Q est vrai. Si le malade n'est pas soigné, il mourra. Rappelez-vous que ça, c'est... Si le malade n'est pas soigné, ça c'est P implique Q. Il ne meurt pas. Donc ça veut dire que non Q est vrai. Là, c'est un modus tollens. On raisonne par la contraposée qui est équivalent à la logique de la phrase P implique Q. Donc non P est vrai.
De même ici, P implique Q, vous pouvez faire cet exercice. Or, il est victorieux. Par sa négation, ben, ça veut dire non Q, parce que c'est la négation de il ne sera pas victorieux. Ok. Et donc, il est brave, pardon. Il est brave. Donc ça, on a utilisé ici un modus ponens. C'est pas important de comprendre le mot latin, ça veut rien dire. C'est pas ça qui va vous aider à réussir l'examen. Ici, c'est juste comprendre le principe. Et ici, c'est un modus tollens. Si le soleil est levé, le clairvoyant peut lire. Or, le soleil est levé. Vous avez compris, P est vrai, donc c'est Q. S'il pleut, les touristes n'iront pas en excursion. Or, il pleut, bah, P est réalisé, donc Q est vrai. Voilà. Si le soleil est levé, etc., etc. Là, on raisonne par non Q, donc c'est non P. Ici, par non Q. Ici, c'est non P. Voilà. Alors, faites attention pour dire P et, par exemple, dire A et B. A et B. Vous pouvez écrire, il y a d'autres manières. Vous pouvez écrire d'une autre manière comme notation A et B comme ça. Ou bien, vous pouvez l'écrire par A inter B. Tant que vous comprenez vos notations, c'est le plus important. Peu importe. Pour dire, il y a du soleil et il y aura du vent. Ben, S et vent. Ben, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le et. Faites attention. Parfois, dans les phrases, si vous voulez traduire une phrase, bah, forcément, si vous rendez compliquées les choses, bah, on n'écrit pas le E et le T, donc le et directement dans la phrase. Le fait de dire en outre ou dire mais, c'est équivalent à dire aussi S et V. Okay, donc faites attention à ce piège de bien traduire les phrases, que c'est aussi une conjonction. On appelle ça une conjonction. Donc la disjonction, c'est le ou, le et, c'est une conjonction. Bah, ici, même s'il n'y a pas explicitement le et, le fait de dire en outre ou mais, bah, c'est des mots-clés qui signifient aussi une conjonction. Donc c'est comme ça que vous allez traduire vos phrases en logique propositionnelle. Si les conjoints font acter une clause spéciale dans leur contrat, alors les biens du coup vont au survivant. Ça, c'est vraiment de la structure si et alors. Donc c'est si P alors Q. Au cas où les conjoints font acter une clause spéciale dans leur contrat de mariage, virgule, vous voyez que la virgule participe et le au cas où aussi, les biens du couple vont au survivant. Donc, le fait de dire au cas où, donc le fait que les conjoints font acter une clause spéciale dans leur contrat, c'est le P. D'accord? Au cas où. Et donc, qu'est-ce qui se réalise? Ben, les biens du couple vont au survivant. Vous voyez que là, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit que c'est vraiment le style si P alors Q. Donc, si, donc au cas où, c'est la même chose que dire si. Dès que voilà, il suffit que les conjoints font acter une clause spéciale dans leur contrat de mariage, alors les biens du couple vont survivants. Ça c'est quelque chose qui se déduit assez facilement. Donc vous voyez qu'on n'est pas obligé de mettre si et alors. On peut très bien mettre au cas où et une virgule pour dire la même chose, de la même structure, si et alors. Par contre, là, il y a un piège. Les biens du couple vont survivants pour autant que les conjoints fassent acter une clause spéciale dans leur contrat de mariage. Vous voyez que là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose qui doit vraiment, qui doit vraiment vous marquer là-dessus. Pour autant que. Donc, ici, c'est au moment. Vous voyez qu'on a inversé. Donc, ici, on a Q et là, on a P. Donc, pour autant que. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où les conjoints fassent acter leur contrat de mariage, alors les biens vont au survivant. D'accord? Donc, c'est une structure P implique Q. Mais vous voyez qu'on a inversé. On a inversé les choses. Ça se trouve en début de phrase. Donc, c'est en fait l'équivalent de si. Si ça se réalise, donc si le fait que les conjoints se fassent acter une clause spéciale de leur contrat de mariage, alors les biens vont au couple. Vous voyez qu'il y a une autre formulation pour dire la même chose, P implique Q. Donc, faites attention, ce genre de phrase ou ce genre de mots-clés, pour autant que. Donc, ça veut dire que dès que les conjoints fassent acter une clause spéciale, alors les biens vont au survivant. Ça veut dire il suffit que les conjoints fassent acter une clause spéciale de leur contrat de mariage. Leur contrat de mariage. Ça veut dire que les biens du couple vont au survivant par la condition suffisante que le conjoint fasse une clause spéciale de leur contrat de mariage. Vous voyez que tous ces trois exemples ici,
voyez qu'ils ont différentes structures et pourtant c'est la même logique, étant P implique Q. Là, c'est un résumé, si vous voulez, soit vous utilisez la table de vérité pour vous rappeler, soit vous retenez par cœur ceci, enfin même pas par cœur, je pense que ça c'est pas une bonne idée, il faut surtout comprendre, parce que vous n'avez pas le temps d'apprendre ça par cœur, vous avez d'autres cours à étudier, non, il faut comprendre. Et c'est quand même pas difficile, en fait, il faut même pas apprendre par cœur, parce que c'est juste en utilisant du bon sens et la table de vérité. A et B, vous comprenez que la conjonction de A et B, si c'est pas clair, vous pouvez toujours revoir les vidéos théoriques là-dessus. Ben voilà, il suffit que, enfin, on a A et B qui sont vrais. À quel moment? Ben si A et B sont vrais simultanément, parce qu'il suffit que un des deux éléments, soit A ou soit B, est faux. Il suffit que au moins un des deux soit faux, que la conjonction est fausse. D'accord? Donc, voilà, ça c'est un principe. Il faut que les deux simultanément, A et B, donc c'est-à-dire que A doit être vrai et B doit être vrai pour que la conjonction A et B soit vraie. La négation, bah, il faut juste inverser la table de vérité. D'accord? N'oubliez pas vous pouvez toujours utiliser la table de vérité pour comprendre une négation. De ce qu'il faut comprendre, n'oubliez pas que la négation d'une conjonction est une disjonction, la négation d'une disjonction est une conjonction. Là, on utilise en fait le principe de la loi de Morgan. Nom de A et B est égal à non A ou non B. Donc, n'oubliez pas que non A ou non B, c'est l'équivalent de non de parenthèse de A et B. Et ce qu'il faut comprendre ici, soit vous utilisez la table de vérité, c'est à vous de choisir de manière pour que vous ne reteniez pas par cœur de nouveau, mais c'est du bon sens. Si vous voulez que non A ou non B soit vrai, il faut que, voilà, un des deux soit vrai. Contrairement à la conjonction où il faut simultanément les deux qui soient vrais, alors que pour le fait de la négation de la conjonction, qui en fin de compte est indirectement une disjonction, ben, il faut que soit non A est vrai, ou soit, enfin, c'est pas que soit au sens strict, hein, c'est non A qui soit vrai, ou non, enfin, ou bien non B qui soit vrai, ou bien que les deux soient vrais. Donc c'est un ou inclusif. Ça veut dire que on verra un peu plus tard la différence entre un ou exclusif et un ou inclusif, mais en tout cas ici c'est un ou inclusif. Ça veut dire que soit non A est vrai, soit non B est vrai, ou soit non A est vrai en même temps que non B. Donc c'est ça que ça veut dire. Voilà. Et là, voilà, on a la conjonction. Et alors là, on voit la disjonction maintenant. La négation de disjonction, ben, c'est quoi? C'est non A et non B. Ben, par la loi de Morgan, la négation de A ou B, c'est la négation, enfin, c'est égal à la négation de A et la négation de B. Et nous comprenons, en faisant juste l'analogie avec A et B, ben, qu'il faut que les deux simultanément soient vrais. Pour la disjonction, bien, voilà, soit A est vrai, soit B est vrai, ou bien que les deux simultanément soient vrais, parce que c'est un ou inclusif. Pour l'implication, n'oubliez pas que 1 implique B, c'est l'équivalent à dire non A ou B. Et donc, comme c'est l'équivalent d'une disjonction, non A est vrai, ou bien B est vrai. D'accord? Vous voyez, il ne faut même pas réfléchir. Si vous retenez ces choses-là, la loi de Morgan, l'équivalent d'une implication, quel est son équivalent? Ben, A implique B est égal à non A ou B. Et alors, la négation d'une implication, ben, c'est la même chose que dire non de non A ou B. Ben, on applique juste la loi de Morgan. Non de non A, c'est A. La négation d'un ou, c'est un et la négation de B, ben, c'est non B. Et donc là, on a une conjonction. Et donc, il faut que A soit vrai en même temps que non B soit vrai pour que l'implication soit vraie. D'accord? Et alors, l'équivalent, le symbole équivalent, ben, le symbole équivalent, c'est dire A implique B et B implique A, pour dire que ça va dans les deux sens. Et vous faites l'exercice pour comprendre que c'est équivalent à dire non A ou B et non B ou A.
D'accord? Si vous faites l'exercice, vous allez résoudre. Vous allez comprendre que c'est A et B ou non A et non B. D'accord? Et donc, A si et seulement si B, c'est si et seulement si A et B sont vrais, ou bien non A et non B sont vrais. D'accord? Et la négation, ça c'est un autre exercice, mais vous pouvez juste faire une analogie, vous allez trouver l'équivalent de tout ça. Alors, ça, le W, en fait, c'est le OU exclusif. Ça veut dire que soit A est vrai, mais pour autant que non B soit... Enfin, pour qu'autant non B soit vrai. Donc, ça veut dire que A est tout seul. Ça veut dire que A est vrai, mais il faut qu'en même temps, B soit faux. Ou bien que B soit vrai, mais pour autant que A soit faux. Donc, c'est-à-dire que A et B ne peuvent pas être vrais en même temps. C'est ça, le OU exclusif. Et puis, après, vous pouvez faire un exercice pour la négation du OU exclusif. Mais bref, ce qu'il faut comprendre ici, c'est soit on a A tout seul parce que non B doit être vrai, donc c'est-à-dire que B est faux indirectement, ou bien que non A doit être vrai de manière à ce que B soit vrai. Donc c'est-à-dire que B est vrai à condition que A soit faux. Donc je répète, dans le OU exclusif, il faut que soit on a A qui est vrai et B est faux, ou bien B vrai et A faux. Donc c'est le principe de la disjonction exclusive. P, W, Q se lit soit P ou soit Q, pour bien dire que c'est ou bien, mais pas les deux. C'est ça que ça veut dire le OU exclusif. À la différence du OU inclusif, c'est juste quoi? C'est juste... En fait, c'est la même table de vérité, mais c'est juste ici que ça change. À la place de marquer vrai ici, en fait, c'est un faux. Parce qu'on ne peut pas avoir les deux simultanément vrais en même temps, parce que c'est... Par exemple, vous avez le choix entre un dessert, on vous propose une mousse au chocolat ou un gâteau au chocolat. Vous ne pouvez pas dire je prends une mousse au chocolat et un gâteau au chocolat, vu que vous avez le choix qu'un seul dessert, vous ne pouvez pas avoir deux desserts. Donc, soit vous avez votre mousse au chocolat, et donc votre gâteau au chocolat est faux, parce qu'il n'est pas réalisé parce que vous avez fait le choix de la mousse au chocolat, ou bien vous avez une autre situation par le fait que vous avez pris le gâteau au chocolat. Si vous avez pris le gâteau au chocolat, logiquement, c'est que vous n'avez pas pris la mousse au chocolat. Donc, la mousse au chocolat est un événement faux. Voilà. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas avoir les deux simultanément, vu que vous n'avez qu'un seul choix, vous avez droit à qu'un seul dessert. Donc, le fait d'avoir mousse au chocolat vrai et gâteau au chocolat vrai, c'est faux. D'accord? C'est plutôt logique. Donc ça, c'est juste que c'est la même table de vérité que P avec la disjonction inclusive de Q, mais c'est juste que la première ligne change parce que nous avons ceci qui devient faux. Parce qu'on ne peut pas avoir les deux événements qui se réalisent en même temps. Donc ici, c'est ce principe de logique qui pouvait tomber à l'examen. Soit le meurtrier est un homme, soit c'est une femme. On ne peut pas être homme et femme. Enfin, on ne va pas rentrer dans les débats, mais on va dire que soit on est une femme, soit on est un homme. Or, on a pu établir que le meurtrier n'est pas un homme. Donc, si ce n'est pas un homme, on sait que c'est une femme. D'accord? Vous voyez que A ou B, donc soit un homme, soit une femme. Or, on sait que le meurtrier n'est pas un homme, donc nom de A, on sait que B est vrai. Soit le meurtrier est belge, soit il est français. On a pu établir qu'il est belge. Comme par hasard. Il est belge. Alors, vous faites votre Hercule Poirot. Vous comprenez que soit il est belge, soit il est français. S'il est belge, il ne peut pas être français en même temps. On oublie cette notion de double nationalité. On estime que il y a soit l'un, soit l'autre et pas les deux. D'accord? Eh bien, il est belge. Donc, il n'est pas français. Ok? C'est ça le OU exclusif. Voilà.